Donc, place au traitement et notamment à la contention. On appelle le docteur Lejeune, qui est médecin rééducateur au Centre de rééducation fonctionnelle d'Ylang-Ylang. Bonjour à tous, donc je suis le docteur Lejeune, je travaille au Centre de rééducation Ylang-Ylang au port à La Réunion. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'associe à l'élite de la lymphologie et du lymphodème pour parler avec vous de manière plus précise du traitement dans ce cas-là et des dernières diapositives qui ont été montrées tout à l'heure. Donc on a bien compris, lymphodème, pas de traitement curatif, donc on est sur un système de chronicisation avec toutes les difficultés que ça va engendrer. Donc on va parler des différents traitements qui ont déjà été un petit peu évoqués tout à l'heure. On va parler aussi des stratégies qui vont devoir mises en œuvre, parce qu'on a beaucoup parlé des moyens, mais c'est des moyens qu'il va falloir accompagner de manière importante. Et comme ça nous permettra peut-être de repartir avec quelques idées en tête à la maison. Donc on est bien d'accord. Lymphodème, maladie chronique, pas de traitement curatif aujourd'hui, tout un arsenal qui peut accompagner le patient. Donc il va falloir accompagner tous ces patients, en particulier pour éviter la constitution et la dégradation progressive. On verra qu'il y a différents stades. Donc le stade 3 n'est qu'un stade 2 qui s'est dégradé, qui n'est lui-même qu'un stade 1 qui s'est dégradé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour contenir tout ça ? D'autant que cet œdème chronique va favoriser les complications. x70, on en a parlé, en particulier pour les complications infectieuses. Il y a les complications bien évidemment fonctionnelles. Vous avez vu les volumes qui ont pu être mis en jeu, donc qui vont gréver la capacité fonctionnelle et amener du handicap chez le patient. Associé, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, quelque chose qui est très important, le retentissement psychologique. La personne va avoir son intégrité physique modifiée, va avoir tout un lot de changements qui vont être perceptibles à la fois par elle et par son entourage, qui vont avoir un retentissement d'ailleurs qui est non proportionnel à la taille de l'œdème. Donc ça correspond bien aux trois champs de la prise en charge sur lesquels qu'on va essayer de détailler. Donc la compression dont on a parlé tout à l'heure, donc c'est un peu une chance. Le lymphodème conserve une composante démateuse sur laquelle on va essayer de jouer au maximum pour essayer de diminuer cette hyperpression pariétale et diminuer cet œdème qui reste quand même toxique et qui favorise la stase interstitielle et donc l'inflammation et donc ce cercle vicieux. Donc ça, on peut tenter de l'interrompre. Quelque chose de très important, de ne pas associer le traitement exclusif du lymphodème à la compression. J'ai un patient porteur de lymphodème, je lui mets une compression et quelque part mon champ d'action s'arrête là ou se limite à ça serait dommage. Je pense qu'il y a bien évidemment d'autres éléments d'accompagnement qui feront l'efficacité et que la compression doit être adaptée à la situation. On va voir qu'il y a différentes compressions qui sont peut-être moins habituelles pour les praticiens qu'il va falloir arriver à maîtriser. Donc, quand on parle de compression, la compression, elle est graduée. Les Français sont un peu moins ambitieux que leurs amis européens, mais en l'occurrence, les pressions vont être, en tout cas dans le cadre du lymphodème, des pressions importantes qui vont s'échelonner entre 30, 40, 50, 60, voire 80 mm de mercure lors des pressions de travail. Donc, on est sur les classes hautes de la pression. Et je me permets de revenir en arrière pour parler d'un point, et qui ont comme corrélation d'être sur un statut vasculaire maîtrisé. Donc là, si on parle de pression importante, les contre-indications apparaissent, en particulier les artéropathies des membres inférieurs sévères, et surtout la microangioplastie diabétique évoluée, qui est une maladie, bien évidemment, qu'on connaît bien sur nos deux îles, au vu des prévalences qui sont les nôtres. Donc, on est vraiment dans une situation de stratégie. Cette stratégie, elle se base sur l'évolution de la maladie. Les stades les plus précoces, stade 1, 2, 3, se traitent de différentes manières. C'est pour ça que cette différenciation apparaît. Le stade 1, c'est un œdème qui va régresser simplement sur la surélévation du membre. Le stade 2, on commence à avoir des volumes qui commencent à se figer, mais qui restent encore dépressibles. Le stade 3, avec les stades les plus ultimes de destruction cutanée, du moins de modification cutanée très importante, et surtout de stades qui sont complètement fixés, sur lesquels, là, en effet, on est à la fois sur des volumes plus importants, mais aussi sur des stades dont la réversibilité est quand même beaucoup plus compliquée à organiser. Donc ces stades, à chaque stade correspond, comme on l'a dit tout à l'heure, un traitement qui est maintenant codifié. Les conférences de consensus sont passées par là. Elles ont validé des traitements et clarifié maintenant depuis une dizaine d'années des postures qui étaient bien connues des référents de cette spécialité.
Le stade 1, on se limitera pas parce que c'est quand même une stratégie en elle-même sur principalement des bas de contention de force quand même de classe assez importante, 2 ou 3, avec une surveillance qui sera associée. Sur des stades 2, avec des volumes qui sont encore relativement stabilisés, la compression doit être importante, de stade de classe 3, avec là aussi une stratégie de suivi qui va être quand même beaucoup plus associée. Vous avez vu que j'ai mis plus ou moins le drainage lymphatique manuel. Mon collègue en a déjà parlé un petit peu. On verra son intérêt et quelques images pour en parler. Et le stade utile, c'est en effet lorsqu'on a des volumes qui se fixent, ou alors sur des stades 3, une stratégie en 2 temps, une phase intensive qui va être souvent associée à de l'hospitalisation, pour laquelle on va essayer d'avoir une phase de réduction intense pour arriver sur une phase d'entretien et trouver une volumétrie qui va pouvoir s'inscrire dans une autre stratégie au long terme sur laquelle on va apporter des systèmes de contention qui vont être plutôt sur mesure, idéalement sur mesure. Et donc, comme vous le voyez déjà ici, 2 types de compression qui apparaissent. Le système avec allongement court qu'on va détailler et le système de bas de compression élastique que vous connaissez très certainement par ailleurs. Donc en effet, on peut largement différencier 2 types de compression telles qu'elles existent aujourd'hui. Vous avez d'un côté les bandes ou les systèmes d'allongement court. C'est simple à voir si c'est court ou si c'est long. Il suffit de tirer dessus. Si c'est tiré dessus et que ça ne s'allonge pas, c'est que c'est un allongement court, principalement fait sur des matériaux de type de coton. Et à côté de ça, l'allongement long, donc on tire dessus, ça, il y a une partie élastique et qui va elle, par ailleurs, donc avoir des caractéristiques un petit peu différentes. Je fais vraiment un focus là-dessus parce que la contention de l'allongement court qui produit une contention et le traitement du lymphodème à la phase intensive est une technique qui est peu connue, voire mal maîtrisée actuellement, puisque l'allongement long, du fait du remboursement, était quelque chose qui a été très diffusé. Voilà. Ce qu'on recherche à travers la contention courte, c'est un travail, une pression de repos qui soit tolérable, parce que le patient aussi donc souffre de cette pression qu'on lui impose, et des pressions de travail qui vont être très intéressantes. En fait, on va faire un capitonnage tout autour du membre, un capitonnage rigide, et c'est ce capitonnage qui va permettre de retravailler de manière physiologique la pression à travers les masses musculaires qui vont favoriser la chasse lymphatique. Voilà, donc je vous mets un petit peu les 2 différentes, vous avez bien compris, celle qui s'étend, celle qui ne s'étend pas. D'un côté, on a un système qui peut être maintenu en place plusieurs jours, avec une bonne tolérance et qui permet de travailler sur des pressions élevées. C'est celui-là qu'on va utiliser dans le cadre de la phase intensive. Et de l'autre côté, des bandes extensives, à mon avis, qui ont peu d'intérêt dans ce traitement, limitées à des patients à mobilité extrêmement réduite ou alors carrément en décubitus obligatoire, et à ce moment-là, qui peuvent apporter en effet un complément de pression. Voilà. La 3e compression que vous connaissez tous, c'est la compression élastique, mais sous la forme de bas ou de chaussettes. Là, en l'occurrence, on utilisera des bas. Cette pression est intéressante parce qu'elle permet aux patients de rester autonomes lors de la vie quotidienne. Elle permet aussi d'avoir des pressions uniformes parce que pour les coups, elles ont été calibrées. On verra que lors de la pression par bande élastique, cette notion de calibrage de la pression est quelque chose de beaucoup plus difficile à appréhender, en tout cas dans son efficacité. La prise en charge classique des œdèmes, bien évidemment, de cet œdème et de la mise en place de compression, bien évidemment, dans un premier temps, ça va être d'éliminer les contre-indications absolues ou contre-indications relatives, mais bon, les absolues, on sera dans une impasse thérapeutique. Attention à ces formes de membres tout à fait inhabituelles qu'on a pu voir tout à l'heure, qui vont jouer en défaveur en ce qui concerne la pression qui va être appliquée. Donc l'uniformisation du membre à travers des systèmes de capitonnage qui ont été proposés lors du précédent exposé pour redonner une forme cylindrique au membre et éviter les hyperpressions en relation avec les dimensions ou les variations de volume. Là, je vous ai mis une petite vidéo pour vous montrer les particularités de ce bandage par contention à allongement court, donc, dont on a moins l'habitude, donc qui passe souvent par la mise en place d'une sous-couche de protection de la peau et qui permet aussi, là, pour le coup, d'uniformiser le membre. Et à partir de là, donc, on arrive sur ce système donc, dont on a bien conscience qu'il est donc inélastique, donc qui se déroule sur le membre du patient.
qui se déroule avec une particularité. Donc on est bien sur un système multicouche, donc le même dispositif est mis en place avec un nombre de couches relativement important. Vous voyez le nombre de tours qui est fait sur le membre, qui permettent d'apporter un système de contention relativement rigide, qui permettra d'apporter des pressions très importantes, en particulier lorsque le patient se remettra au travail. L'exemple de la contention élastique, la contention longue, celle-ci, elle est basée sur un système de calibrage qui est contenu généralement dans le système de bande que vous utilisez, avec le risque, là vous voyez le jeu c'est de reconstituer des carrés à la place des rectangles, donc d'avoir quand même un repère pour essayer d'appliquer une pression qui soit relativement constante. Toute la difficulté est dans la maîtrise de la technique, avec la difficulté pour le coup d'arriver à apporter une pression sur des calibres qui vont être maîtrisés, et c'est là un peu toute la difficulté de cette technique, donc vous avez bien compris qu'elle ne retient pas plus que ça mon intérêt. Sur le drainage lymphatique dont on a parlé tout à l'heure, efficacité contestable, apport par contre qui ne peut pas être remis en cause par les patients en termes de confort. À plus long terme, ça peut être plus discutable, mais sur des phases de préparation à des contentions, sur la réduction de volume, allègement de la peau, allègement de la pression sur la peau, là pour le coup c'est un système qui peut être tout à fait intéressant. C'est un massage très doux, en particulier au niveau des ganglions lymphatiques, qui amène comme ça progressivement qui favorise le retour lymphatique. La clé de cette prise en charge, à mon avis, cette seule diapo devrait être de moins fera peut-être demain l'occasion d'un topo à lui seul, c'est l'accompagnement du patient, l'éducation thérapeutique qui visera à l'autonomiser et à lui apporter tous les éléments dont il a besoin, de faire du sport adapté, de gérer sa peau, de gérer sa contention, qui font finalement la réussite de ce traitement. Quelques exemples de contention et de phase de réduction. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Je vous ai mis quelques exemples pour vous montrer que globalement ça marche et c'est quelque chose qu'il va falloir proposer aux patients parce que lorsqu'on arrive sur un membre qui est décomprimé, on peut pour le coup arriver à un système de contention chronique adapté aux patients, généralement fait sur mesure. Donc qu'est-ce qui nous aide aujourd'hui? Ça sera ma conclusion. On a un contenu qui est stabilisé par des conférences de consensus, donc basons-nous là-dessus. Elles doivent être impérativement associées à une prise en charge, on va dire, plus globale du patient. Et à ce titre-là, comme on l'a parlé tout à l'heure, l'hygiène de vie, l'éducation physique adaptée, le TP, le soutien psychologique dans ces situations extrêmement compliquées que vivent les patients, et surtout un suivi régulier. Et comme le disait un de nos confrères il y a déjà quelques années, et on va dire que c'est presque une appalissade en médecine maintenant, la prévention qui permet à ces stades de ne pas évoluer vers les stades les plus graves est bien meilleur qu'un traitement qui somme toute reste avec des limites dans son efficacité. Voilà, je vous remercie. Merci. Question? Au fond, oui. Oui, merci beaucoup. Donc du coup, on peut les adresser parce que c'est vrai que moi j'en ai en tête 2 ou 3, dont un où on a vraiment mis au moins 1 mois et demi à avoir de l'efficacité parce qu'elle n'est pas facile à mettre cette contention en place. Elle n'est pas facile, voilà. Et c'est vrai qu'elle n'est pas facilement tolérable non plus. Donc c'est vrai que le patient, il était bandé par l'infirmière. Au début, ça a mis 3 semaines et formation de toute l'équipe d'infirmières qui est passée à chaque fois qu'on a fait venir à l'hôpital pour leur montrer comment on mettait en place les bandes, parce que c'est vrai que c'est pas simple, on a l'impression de voir comme ça, mais c'est vrai que si c'est pas bien mis, c'est pas efficace. Et le patient, en fin de compte, le tolérait pas, donc il l'a enlevé au départ 2 heures après, 3 heures après, même avec le TP, en lui répétant, et pourtant il avait une impotence fonctionnelle avec sa jambe vraiment handicapante. Mais au final, ça finit par marcher, donc, mais c'est vrai qu'il faut former... Et donc l'autre chose, on peut les adresser donc en rééducation pour Bien sûr, tout à fait. Alors là, vous me pointez du doigt en fait la problématique majeure de ce traitement chronique, parce qu'il ne s'agit pas de régler un problème durant une semaine, mais bien souvent durant le reste de la vie des patients. Et ça pose le problème de la maîtrise de ces techniques. Même pour vous dire, à titre personnel, donc dans le centre dont je m'occupe, c'est quelque chose qui est quand même relativement exceptionnel. Et même au sein de mon équipe qui connaît cette formation, les premières poses de bande, c'est moi qui les fais, en présence des infirmières, parce que l'infirmière qui me voit maintenant, est-ce que c'est la même ce soir, est-ce que c'est la même demain? Même au sein d'une équipe qui a, entre guillemets, l'habitude
et la maîtrise de ces techniques. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et comme vous dites derrière, c'est le passage de relais sur des équipes de soins. Je pense qu'en particulier à travers l'HAD, on peut trouver des équipes qui peuvent devenir expertes ou qu'on peut associer. Nous, c'est ce qu'on fait dans le cadre du centre, à ce qu'elles voient un peu quelles sont les indications. Et après, on est dans un aval qui est maîtrisé. Mais toute la difficulté de ces techniques, c'est leur connaissance. Et comme vous l'avez vu, il y a une connaissance moyenne de la contention élastique auprès de nos infirmières qui est déjà assez moyenne, mais la contention inélastique, elle est très peu connue. Et les Urgo K2, donc c'est des non-élastiques. Pardon ? Les bandes Urgo K2. Urgo K2. Urgo K2, c'est un bandage inélastique. C'est ça souvent qu'on... Et la chirurgie bariatrique, il y a des données sur... Alors, pour reprendre les points qui ont été donnés, dans le cas de la chirurgie bariatrique, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas se tromper de diagnostic, même s'il existe des formes mixtes de lipœdème et de lymphœdème qui, là pour le coup, brouillent les cartes. Mais par contre, cette distinction doit être faite parce que le traitement peut être préjudiciable. Une liposuction, entre guillemets, massive sur un lymphœdème, c'est une catastrophe. Hein. Et à contrario, une liposuction le traitement du lymphœdème associé au lipœdème, c'est quelque chose qui n'aura pas d'efficacité. Et on se pose même sur les termes qui sont utilisés, s'il ne faut pas mieux les différencier. Lipœdème, lymphœdème, je pense que la notion d'œdème dans le cadre de l'obésité n'est pas adaptée, donc il faudrait peut-être trouver une autre appellation, parce que là, la frontière est trop mince et la confusion est très proche. De toute façon, la prise en charge, ça passe par l'éducation thérapeutique. Ça se termine par l'autobandage, l'autodrainage par le patient. Et puis, on a d'abord parlé encore, vous avez une association nationale de patients qui s'appelle Vivre mieux le lymphœdème, qui donne beaucoup d'informations aux patients, c'est destiné surtout aux patients plus qu'aux médecins, et qui est fédéré à peu près un petit peu de partout. Et il y a beaucoup de réunions d'information, et ça, c'est tout à fait positif, mais parce qu'il faut avoir des équipes qui prennent en charge ces patients, c'est pas une personne qui va résoudre tous les problèmes, c'est impossible. Et c'est ça la difficulté. Tout à fait. Je me permets de rebondir. Vous citez en effet cette association, les communautés de patients qui dans ces maladies chroniques, ça apporte, en dehors du soutien que ça peut constituer, mais vraiment tous les éléments de chronicisation. Et bon, les nouveaux outils sont là, on les a tous dans la poche, sont de nature à développer ce type de prise en charge un petit peu au long cours. Bien, merci.